Moi je suis Florent Maudou, j'ai commencé dans le jeu vidéo, dans l'animation, en 3D pendant 2 ans, puis ensuite j'ai fait 2 ans d'illustration pour des figurines chez Rackham. Et alors j'insiste bien sur les figurines Rackham et pas Rackham l'éditeur, et de BD. Et ensuite pendant ce temps-là j'ai développé mon projet de BD, Freak que j'ai présenté aux éditeurs un peu partout à l'époque, en 2007, et tout le monde l'a refusé, sauf Ankama qui a fini par l'accepter. Et puis du coup c'est là que j'ai rencontré Run, qui a créé le label 619 au moment pour sortir justement Nibazer, un manga, et Frix, et ensuite mettre le label 619 aussi autour de son titre Mutafukaz. Donc à partir de là, voilà, quand je dis Frix, c'est Freak Squill en fait, j'ai tendance à le diminuer, mais voilà. Et puis Freak Squill qui, c'est entre guillemets une licence que je produis depuis 15 ans, plus de 15 ans. Et là, j'ai sorti dernièrement Cloud, qui est un nouveau titre dans l'univers de Freak Squill, mais qui peut se lire tout seul, voilà. Voilà, parce qu'en fait, Frix, il y a beaucoup d'œuvres dérivées, mais qui peuvent se lire sans avoir lu le reste. Alors, Funérailles, c'est un personnage que je traîne depuis longtemps, qui est un personnage assez important dans Frix, qui est le mentor des héros, et dont j'ai narré la jeunesse dans la série éponyme, Funérailles, qui se décline en 7 tomes. Et Cloud, en fait, c'est à la fois la suite de Freak Squill et à la fois la suite de Funérailles. Et comme ça se passe bien après Frix, du coup ça permet ça peut être aussi une porte d'entrée en fait dans l'univers. Du coup voilà, il n'y a pas d'obligation de tout connaître, hein. Voilà, comme je disais, les 14 tomes, non, pas obligé. Et pour autant c'est la suite. Donc ça se passe dans une apocalypse où il n'y a plus de super-héros. Et le monde est recouvert par le cloud, le nuage qui empêche les téléphones de fonctionner, et au final ça va amener l'humanité à ne plus utiliser de matières pétrolifères, quoi. Donc on va se retrouver entre guillemets obligé de vivre comme au Moyen-Âge. Et Funérailles, c'est un personnage qui est devenu immortel et qui suit l'humanité, et qui a aussi vécu plusieurs apocalypses, qui a vu à chaque fois comment ça pouvait s'effondrer, renaître. Et donc là, il voit un nouvel effondrement. Il sait que ça va repartir, mais il ne sait pas comment. Et il cherche quelqu'un qui serait l'élu pour trouver l'origine et pour résoudre aussi le problème que représente le cloud. Et il tombe sur une guerrière dans la brume, hein, accompagnée d'une centaure. Et toutes les deux représentent un univers aussi que lui ne connaît pas, qui est l'univers des colonies. C'est des gens qui sont semi-nomades et qui vivent sur l'inox, c'est-à-dire les chemins de fer. Alors moi, je suis parti dessus sur le centaure parce que en fait j'ai beaucoup côtoyé les chevaux, et je sais à quel point c'est une aide et un élément indispensable à notre culture, à notre civilisation. C'est-à-dire que le fait d'avoir domestiqué les chevaux, ça nous a permis d'étendre notre culture, d'avoir des échanges transcontinentaux hyper importants. Alors il y avait aussi les moyens maritimes qui étaient hyper importants. C'est une époque qui m'intéresse beaucoup, l'an 1000 et les Vikings. Et c'est là que tu vois que les civilisations qui sont basées sur le transport et le semi-nomadisme, ils ont une dynamique et un élan barbare qui correspond en fait à, tu vois, ce film de John Milius, Conan le barbare, qui est le pendant de la civilisation. C'est ce que Ibn Khaldoun dans son livre décrit comme le bédouin contre le citadin, quoi. Et comment le bédouinisme à un moment donné prend le relais de la cité, et il devient le porteur de la civilisation finalement, alors que c'est le barbare en fait. Dans ce livre, dans Cloud, je voulais montrer ce côté barbare, Conan le barbare, viking, et mélanger les deux, parce que c'est deux cultures qui me semblent importantes. Les vikings, le mongol à cheval,
Et je voulais évoquer tout ça, mais je voulais pas qu'il y ait un rapport qui soit horizontal, enfin je voulais pas un rapport qui soit vertical entre l'homme et l'animal. Je voulais horizontaliser le problème, enfin la question, parce que je voulais, pour moi ça m'embêtait que l'héroïne se balade à cheval, sur son cheval, le gare quelque part, résout un truc, ensuite reprenne son cheval et puis aille ailleurs. Je voulais que le cheval ait un rapport presque d'égal à égal. Et du coup il y a un rapport fusionnel entre ces deux personnages. On ne sait pas bien si Isatis est géante parce que elle vient d'une culture où c'est des géants, ou si elle est géante parce que à force de traîner avec son avatar chevalin, avec Xantia, elle finit pas par infuser aussi cette puissance musculaire, cette taille immense, et finalement ce côté rassurant, parce que Isatis c'est un peu Obélix, c'est un peu elle est tombée dans la soupe quand elle était petite, et c'est une force de la nature. Les grandes inspirations, bah, tu parles des Vikings, mais en fait on peut pas dire outre Viking, parce que le Viking c'est alors déjà c'est vague, hein, en fait c'est un terme, tu fais Viking, tu n'es pas Viking, c'est une activité. Quand tu fais Viking, il y a des choses qui viennent avec. Les murs de bouclier, bon, c'est un truc d'Hollywood, mais toujours est-il que ça existait à l'époque. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans un mur de bouclier? Et ça, c'est un truc que j'ai voulu transmettre parce que je me suis mis à l'escrime médiévale. L'escrime médiévale, elle a cette particularité que tu n'es pas ton escrime individuel se noie dans l'escrime du groupe parce que tu es dans un mur de bouclier. Et ce mur de bouclier, je voulais le représenter, je voulais montrer la communauté qu'il y avait derrière et le fait que c'est pas un combat individuel. Et c'est ça la question. C'est Funérailles cherche l'élu. Est-ce que c'est Isatis ou est-ce que c'est un mode de vie? Et un mode de vie qui est communautaire, qui permet aussi l'échange et qui fonctionne sur la collaboration entre différents humains. C'est pour ça que ouais, tu poses qu'est-ce qui m'inspire en fait. Ce qui m'inspirait, c'est que c'est plutôt le constat que je voulais pas faire de l'apocalypse avec des zombies, avec des trucs négatifs, avec des gens qui se sautent dessus les uns les autres pour se voler et pour profiter de l'autre. Je voulais un truc joyeux. Et je pense que c'est cette joie de pratiquer l'escrime médiéval et la reconstitution que je voulais transmettre. Alors ça n'a pas tellement changé en 15 ans, écriture de scénario, storyboard, je questionne un peu le storyboard, je fais un peu plus tourner auprès de Run et des associés de 619, avec Guillaume Singelin et Mathieu Bablet, pour avoir leur avis, pour savoir. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que Rue de Sèvres aussi lit les storyboards, et ça c'est cool d'avoir un éditeur qui est aussi impliqué dans la fabrication du livre de A à Z. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est un vrai plus d'être compris au sein même de la maison d'édition. Et du coup, voilà, une fois que le storyboard est validé, je fais de l'ancrage, je fais une page ancrée par jour avec des niveaux de gris. Donc là par exemple, il y a une édition spéciale de Cloud en noir et blanc, et c'est un vrai noir et blanc de travail. C'est-à-dire que moi j'aime bien réfléchir à la lumière, réfléchir au fil narratif avec la lumière et avec les volumes. Et ensuite je mets la couleur. Et là j'ai trouvé une nouvelle méthode de couleur sur Cloud. J'avais réfléchi cette méthode avant. C'est des gradients map, mais plusieurs gradients map. En fait, je fais un gradient map par couleur. Ça permet de mapper les niveaux de gris et on obtient des couleurs beaucoup plus vibrantes. Comment ça se passe? Déjà, ça fait 4 paires d'yeux qui peuvent observer le monde de l'édition, le monde de la bande dessinée. Ça fait 4 paires d'yeux et 4 paires de mains qui achètent des BD, qui les lisent et qui les décortiquent et qui analysent. On a tous un rapport différent à la bande dessinée. Y compris au manga, y compris aux comics, tout ça. Du coup, on en discute beaucoup. On fait tourner les artistes qu'on découvre, on réfléchit. On réfléchit aussi au développement du label, parce que c'est vrai que Run, en fait,
a très envie et aussi de laisser le label s'exprimer au travers de nos quatre tu vois, états d'esprit qui sont différents. J'édite aussi, enfin j'édite, je fais de l'édition et du scénario et du storyboard pour des projets à venir. Il y a 2 projets, là j'ai 2 projets en charge. Et puis parfois c'est aussi des projets qui se font entre nous, hein, tout simplement, tu vois, short story, Renaud scénario, moi au dessin. Là, il a été annoncé que Mathieu Bablet ferait le scénario pour le prochain projet de Guillaume Singelin. Donc ça c'est cool parce que tu vois, ça fait un peu Avengers, tu vois, le rassemblement des talents. Et puis du coup c'est étonnant, tu vois, short story, voilà, Run, je pense qu'il l'aurait pas fait tout seul, moi je l'aurais pas fait tout seul. Donc le faire ensemble, ça fait un produit culturel qui est pas banal, quoi. Et même pour nous encore c'est une surprise. Quand je le dédicace, je me dis tiens c'est marrant, il y a short story, puis il y a tout le reste de ma production. Short story m'a fait progresser en dessin parce que je me suis mis à faire des planches qui étaient plus belles en elles-mêmes. Avant j'étais en difficulté quand il fallait choisir une planche pour un dossier de presse par exemple. Et là maintenant je peux prendre n'importe quelle planche de ma BD, je suis content. Je me dis tiens c'est cool, ça rend bien, ça représente bien la BD. Si j'avais ce pouvoir cosmique, je sais pas, je rentrerais peut-être dans la tête de ma femme pour comprendre son travail dans l'aide sociale à l'enfance. Pour la comprendre mieux en tant que mère, en tant que femme dans un monde qui change beaucoup, qui est effrayant, qui est dirigé par des gens peu scrupuleux. Voilà, je pense que les auteurs, je vais pas aller rentrer dans la tête d'un auteur pour lui piquer ses idées, ce serait horrible, non?